Printemps 2017, dans la région d'Angoulême, en Charente. Une classe de lycéens participe à une sortie scolaire au milieu des bois. Une jeune élève de 16 ans découvre au pied d'un arbre une boîte légèrement enfouie sous la végétation. À l'intérieur, plusieurs cartes de fidélité et un porte-chéquier portant le nom d'une certaine Paquita Parra. Cette lycéenne ne le sait pas encore, mais sa découverte fortuite est sur le point de relancer l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières décennies. Tout commence 20 ans plus tôt, en 1998, à 15 km de là. Villebois-la-Valette est réputée pour son église et pour son château. L'une des plus belles localités des Charentes. Villebois-la-Valette, c'est un petit endroit très calme, très paisible, un petit village vraiment dans la nature, à quelques kilomètres d'Angoulême. En fait, l'ambiance de ce village, c'est tout le monde se connaît, il y a très peu d'habitants. Des gens qui se connaissent, qui se côtoient au quotidien dans un environnement vraiment, j'irais protégé, tout à fait paisible et tranquille. C'est ici, au cœur de la campagne charentaise, que les Parra sont installés depuis les années 60. Cette famille nombreuse fait partie du paysage. La famille Parra est assez connue à Villebois-la-Valette parce que déjà c'est une famille de 6 enfants d'origine espagnole, andalouse plus particulièrement. C'est 5 frères et puis Paquita, la petite sœur, la petite dernière, qui est celle qui est chouchoutée. Elle a une relation très proche avec sa mère. Elle a une habitude d'ailleurs, c'est qu'en sortant du travail, tous les jours, elle passe voir sa maman, tous les jours sans exception. Francesca Parra, surnommée Paquita, est la seule fille de la famille. Sa joie de vivre fait le bonheur de Carmen, sa mère. Pour moi, elle était belle. Vive et gracieuse. Il riait tout le temps. Ses frères, ils étaient fous avec elle, à tous. C'était la seule fille, donc c'était notre petit cadeau, notre petit bijou. Donc on en prenait soin, on l'a chouchouté, on l'a taquiné aussi pas mal. C'était plus fort que nous, c'était naturel, quoi. Une fille au milieu de 5 frères, avec des caractères tous différents, bien entendu. Elle était très respectée, nous la respections beaucoup, oui. Et de cette sœur, les frères de Paquita en sont aussi très fiers. Une jeune femme que tout le monde connaît ici, à Villebois-la-Valette. On se retourne facilement sur elle dans la rue. Et puis aussi, c'est une jolie jeune femme très coquette qui prend soin d'elle. Elle était toujours super bien apprêtée. Elle avait toujours ses bijoux, un accessoire de ses cheveux. Paquita, pour moi, a toujours été un modèle. Quand elle venait à la maison, c'était un petit rayon de soleil. À tout juste 30 ans, Paquita vit seule, ici, rue de l'Église, en plein centre du village. Voilà plusieurs années qu'elle travaille à côté d'Angoulême. Elle est employée dans la base logistique d'une grande surface. Elle avait un emploi stable où elle était reconnue. Le seul manque au tableau, c'était sa vie privée. On sentait bien qu'elle avait la fibre maternelle et on voyait vraiment qu'elle avait envie d'un bébé. Il voulait un enfant à tout prix. Mais écoute, tu vas trouver quelqu'un, bien, et tu auras un enfant, comme tout le monde. Depuis quelques mois, Paquita entretient bien une relation avec un certain Patrick, l'un de ses collègues de travail, mais qu'elle n'imagine pas comme le futur père de ses enfants.
ils s'entendaient bien, lui était calme, posé. Franchement, c'était le mec qu'on aurait aimé avoir comme beau-frère. Mais voilà, elle est à un stade à 30 ans où elle n'a pas encore rencontré la personne avec qui elle pourra construire une vie de famille. Une grande famille qui l'entoure et des projets plein la tête, en particulier celui de devenir un jour maman. Ainsi va l'existence de Paquita Parra, une jeune femme insouciante à qui l'avenir devait sourire. Jusqu'au 3 décembre 1998. La vallée des Eaux Claires, à 10 km au sud d'Angoulême. Un lieu très fréquenté par les promeneurs et les amateurs d'escalade. Mais à la nuit tombée, tout est désert. Ce soir du 3 décembre 1998, il fait vraiment très froid à cette période de l'année. Il fait nuit très tôt. Il fait très sombre. C'est un moment qui n'appelle pas à la promenade du soir. C'est un endroit bucolique pour le week-end quand il fait beau, quand on y va en famille, quand on y va escalader. La nuit, c'est lugubre. Il est un peu moins de 4 heures du matin. La vallée des Eaux Claires est totalement plongée dans l'obscurité. C'est une patrouille de gendarmes qui descend, comme ça, pour jeter un œil, par routine, qui, en arrivant dans la vallée, découvre sur le parking une voiture calcinée, encore chaude, encore fumante. En s'approchant de cette carcasse, les gendarmes vont découvrir des braises au niveau des pneus, la fumée qui sort encore. Voilà, ils comprennent très vite que l'incendie est en train de se terminer, vient de se terminer. L'incendie a été rapide et très violent. Les gendarmes s'interrogent. S'agirait-il d'un accident de la route? Peu probable. Il n'y a ni trace de freinage, ni trace de choc sur la voiture. Et en s'approchant à l'intérieur du véhicule, en regardant à l'intérieur, ils découvrent ce qui semble être un corps. Un corps totalement carbonisé au volant du véhicule. Il est à l'état de squelette carbonisé, donc c'est une vision apocalyptique, vraiment. En pleine nuit, impossible pour les gendarmes d'identifier ce corps. Mais d'après leur toute première constatation, cet incendie serait d'origine criminelle. Le pare-brise semble avoir été découpé, enlevé et déposé, peut-être pour accélérer la combustion, peut-être pour s'assurer que la voiture brûle entièrement. Tout a fondu, les vitres sur les côtés ont fondu. Il y a une chose qui reste, c'est la plaque d'immatriculation qui est encore visible. Donc évidemment qu'on va avancer très simplement pour identifier le propriétaire de ce véhicule, et puis on va l'identifier, mais vraiment immédiatement. En inspectant l'habitacle, les gendarmes ne trouvent qu'un seul indice, une paire de lunettes carbonisées. Quant au fichier des cartes grises, il est formel, ce véhicule appartient à Parra Francesca, une jeune femme connue ici sous le nom de Paquita. Au petit matin, les gendarmes vont venir toquer à la porte de Carmen Parra, de la maman de Francesca Parra. Il était 6 heures quand ils sont arrivés à la maison. Il y avait David. Il dit, tu peux appeler ta maman? Il dit, non, ma mère, elle dort et ne voulait pas l'appeler. J'ai réveillé ma mère et là, on a découvert l'étendue du drame. Il dit, Paquita, il portait des lunettes. Je dis, oui. Il me montre les lunettes à Paquita. Je dis, c'est ma fille, mais brûlée. Pour la famille, c'est le choc. Ce sont bien les lunettes de Paquita. Ses frères sont aussitôt conduits sur les lieux de l'incendie. À leur arrivée,
le corps carbonisé vient d'être évacué. Ils envisagent évidemment le pire. La voiture était fumante, il y avait encore cette odeur qui restait dans l'air. Hein. Je me suis approché de la voiture et j'ai vu que le siège conducteur était reculé à fond. Paquita, elle est plutôt petite, 1m57. Elle ne peut pas conduire dans la position de ce siège conducteur qui est très reculé dans l'habitacle du véhicule. Et si quelqu'un avait volé sa voiture pendant la nuit? Soudain, l'espoir renaît chez les frères de Paquita. Et si, en réalité, ce corps horriblement calciné n'était pas le sien? Pour s'en assurer, ils foncent à son domicile. Et là, on rentre, il n'y a pas de désordre, tout est rangé correctement, tout est à sa place, quoi. Nous sommes montés à l'étage, le lit n'était pas défait. On voyait bien qu'elle n'était pas rentrée la nuit. On a espéré, mais bon, on a vite déchanté, quoi. Ça peut être que notre sœur, malheureusement. Parce que son véhicule trouvé carbonisé, on venait de découvrir son habitation totalement vide. On était sûr que c'était Paquita, en fait. Pour la famille, il n'y a plus de place pour le doute. D'autant que les gendarmes l'établissent très vite, grâce au relevé d'empreintes dentaires, le corps retrouvé aux eaux claires est bien celui de Paquita. J'espère toujours, mais à sortir de la gendarmerie, je me rappelle de ça parce que là, je me liais à crier. Et je suis arrivée à crier à la maison. Alors là, pour la famille, c'est le coup de massue et on sent que leur vie ne sera plus jamais la même. Il y a toute une partie d'eux qui est morte avec Paquita. Le soir venu, il faut encore annoncer la terrible nouvelle à Émilie, cette nièce de 13 ans qui adorait Paquita et qui l'admirait tant. Mon père est venu me voir dans la chambre. Il s'est assis. Et puis il m'a dit que Paquita était partie, que Paquita était morte, que voilà, il m'avait fait du mal. Donc je savais que voilà, on avait fait du mal à ma tante. C'était On vous a demandé si on voulait voir le corps de Paquita. C'est normal, il faut qu'on voit notre sœur. Quel que soit son état, il faut qu'on la voie. Et c'est une chose qui est très dure à voir. Très très dure. Mais on était conscients que c'était notre sœur et il fallait le faire. Alors que ce drame laisse une famille dévastée, les investigations sont confiées à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Angoulême. Première priorité, pour ces enquêteurs aguerris, expertiser la voiture afin de comprendre comment elle a été incendiée. Évidemment, tout ce qui est lié à la combustion sera analysé et des traces d'hydrocarbures seront objectivées par les experts. En fait, la voiture a été remplie de papier avec des allumettes, on y a mis le feu. Et en plus de ça, on va découvrir qu'il y a eu un apport de carburant, d'essence. Tout a été mis en œuvre pour ne laisser aucune trace. Et ça a fonctionné très bien. Il faudra donc des expertises plus approfondies pour espérer trouver d'autres indices. Alors les gendarmes attendent beaucoup de l'autopsie. Un corps calciné dont l'examen fait définitivement basculer cette enquête. Et ces analyses vont nous apprendre quelque chose d'important. C'est l'analyse des poumons, en fait, qui va déterminer qu'il n'y a pas de traces de suie dans ces poumons. Ce qui veut dire que la jeune femme n'a pas respiré dans l'incendie. Et si elle n'a pas respiré dans l'incendie, ça voulait dire qu'elle était déjà morte. Donc elle a été tuée avant d'être incendiée.
Un homicide suivi d'un violent incendie. Dans l'esprit des enquêteurs, la piste criminelle fait désormais figure de certitude, même s'il est impossible d'établir dans quelles circonstances la victime a été tuée. Ce qui est assez insupportable, notamment pour la famille dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas comment est décédée Paquita Parra. On ne sait pas si elle a été étranglée, si elle a reçu des coups de couteau, si elle a été battue à mort. C'est dur, hein. Vous savez, s'il a souffert, s'il nous a appelés, s'il a eu peur, on ne sait rien. On se dit que c'est impossible. C'est impossible. Un meurtre dans la famille. Mais non, non. Une personne aussi gentille, pourquoi lui faire du mal? C'est impossible. Peu ou pas d'indices et aucun témoin de l'incendie. Les gendarmes le savent, leur enquête s'annonce difficile. Impossible aussi de savoir si le crime a bien eu lieu sur ce parking. Ce qui se dessine dans un premier temps, c'est d'abord la découverte de ce véhicule dans un endroit assez caché. On peut difficilement l'imaginer descendre seul, en voiture, en pleine nuit, dans la vallée des Eaux Claires. On connaissait notre sœur quand même, on savait ses craintes, on savait sa façon de vivre, on savait très bien qu'elle était trouillarde. Et elle n'aimait pas conduire la nuit. Donc en plus, dans cet endroit, non, c'était impossible. Pour les frères de la victime, Paquita n'avait aucune raison de se trouver là, surtout au beau milieu de la nuit, à moins d'y avoir été amenée par quelqu'un de gré ou de force. Elle a peut-être eu un rendez-vous préalable, mais pas là-bas. Mais elle a été, pour moi, tuée ailleurs qu'à cet endroit. Elle a sans doute été transportée. On l'a ramenée sur ce site pour être sûr d'être tranquille, étant donné que la nuit, en plein hiver, il n'y a pas de passage. Du côté de la famille comme des enquêteurs, les interrogations sont nombreuses. Paquita a-t-elle été kidnappée avant d'être assassinée? Et surtout, qui a bien pu s'en prendre à elle? Ce meurtre sème la consternation à Villebois-Lavalette. Quand les habitants apprennent la mort de Paquita Parra, c'est un véritable coup de tonnerre dans ce village. C'est la stupeur, même dans le secteur, même dans tout ce département. On a rarement vu un crime aussi violent. Et puis, les gens vont se pointer du doigt, vont avoir peur aussi, en se disant « mais il y a un meurtrier qui rôde parmi nous ». Un climat de psychose s'installe dans la région. Alors, crime de rôdeur, agression sexuelle qui aurait mal tourné, meurtre crapuleux, tous les scénarios sont envisagés. Alors les gendarmes, finalement, dès le départ, n'ont pas beaucoup d'hypothèses de travail, n'ont pas trop de pistes à creuser. Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas les techniques de police scientifique qu'on maîtrise aujourd'hui. Oui, le contexte de l'époque, 1998, on n'est pas sur des investigations techniques qui sont aussi poussées que celles que nous avons aujourd'hui. Faute d'éléments scientifiques, les gendarmes n'ont plus qu'une solution. Retracer l'emploi du temps de Paquita, heure par heure, le jour de sa mort. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? On va le reconstituer très rapidement, l'emploi du temps de la victime. Ça n'a pas fait l'objet d'ailleurs de très grosses difficultés d'enquête. C'est une journée qui se déroule vraiment comme toutes les autres. Paquita Parra se lève, va travailler. Elle quitte son travail à 17h30, normal, à un détail près. C'est que Paquita Parra avait toujours cette habitude de passer voir sa maman, tous les soirs après le travail. Ce jour-là, elle n'y va pas. Pourquoi Paquita n'est-elle pas venue voir sa mère? Les enquêteurs obtiennent alors une information qui pourrait tout expliquer. Ce jeudi 3 décembre 1998, la victime s'est rendue directement après son travail à la gendarmerie de Villebois-Lavalette.
Et elle demande à être entendue dans une histoire de chèque volé, qu'elle a déclaré volé quelques mois avant, donc le mois de décembre où nous sommes. Cet élément-là est très, très, très important. Elle va voir les gendarmes le jour où elle va mourir. Il est 19h, on est en fin de journée, ça n'arrange personne apparemment. Et puis non, il ne peut pas la recevoir parce que le rendez-vous est prévu, le samedi. Or, d'après le gendarme de permanence, cette jeune femme paraissait agitée. Elle a même insisté pour être auditionnée à propos de son vol de chéquier. Apparemment, elle aurait dit aux gendarmes, samedi sera trop tard. Bon, je pense qu'elle voulait traiter cette chose-là au plus vite possible, de manière à avoir la paix. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est que quand elle voit ce gendarme, elle va lui demander si c'est possible qu'on la mette sur écoute téléphonique, comment ça se passe, est-ce que ça peut se faire. Pourquoi Paquita voulait-elle qu'on enregistre ces conversations? Se sentait-elle menacée? Aurait-on pu la sauver? Ces révélations font l'effet d'une douche froide sur sa famille. Ça nous fait tout bizarre. Comment on ne demande pas à être placé sous écoute comme ça du jour au lendemain pour un oui et pour un non. C'est quand même quelque chose qui doit être très grave. Une femme qui arrive, dont ils connaissent l'identité, qui vient avec ce genre de propos, qu'elle laisse repartir et qu'elle soit assassinée, on la retrouve morte dans la nuit. Et là, parce que si une personne n'a pas voulu prendre le temps d'écouter la Paquita, on ne saura pas. Une question sans réponse, mais qui obsède à la fois ses proches et les gendarmes. Car la trace de Paquita se perd moins d'une demi-heure plus tard. Elle est retournée chez elle et les derniers témoins l'ont vue devant chez elle monter dans sa voiture aux alentours de 19h30 à peu près. On a une certitude, c'est qu'elle a quitté son domicile à 19h30. Elle a été vue par un voisin en train de quitter son domicile. On sent qu'elle se rend vraiment quelque part. Et puis après, elle se volatilise. Paquita avait-elle un rendez-vous en lien avec son histoire de chéquier? Difficile de savoir ce qu'elle a fait après 19h30, jusqu'à la découverte de son corps bien plus tard dans la nuit. Entre les deux, c'est le trou noir. C'est le vide absolu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Il y a un trou dans son emploi du temps, inexplicable. On la retrouve carbonisée dans sa voiture à 3h du matin. Entre deux, on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas où elle allait et on ne sait pas avec qui elle était. Il va y avoir un appel à témoins dans la presse, lancé par les gendarmes, pour essayer de retrouver quelqu'un qui aurait pu la voir, quoi. Et le jour même, cet appel à témoins porte ses fruits. Un automobiliste contacte la gendarmerie. Le soir des faits, il a justement traversé la vallée des Eaux Claires. Une personne va passer en voiture et va repérer un véhicule qui se tient sur le bord de la route. Au moment de croiser la voiture qui était stationnée, il a vu une silhouette, ce qu'il a identifié comme une femme brune qui baisse la tête à son passage. D'après ce témoin, aucune confusion possible. C'est bien Paquita, la victime, qu'il a croisée cette nuit-là sur les coups de 22 heures. Il reconnaît la photo du journal. Il est à 100% sûr de lui. Il se rappelle même qu'elle a regardé la voiture arriver, comme si elle cherchait à savoir si c'était la voiture qu'elle attendait. Et quand elle a vu que c'était pas la voiture qu'elle attendait, elle a tourné sa tête comme s'il fallait pas qu'on la voie. Le problème, c'est que personne ne peut imaginer Paquita attendre seule dans sa voiture. Ce témoignage soulève de nouvelles interrogations parmi les enquêteurs. Qui Paquita attendait-elle sur ce parking?
pourquoi semblait-elle vouloir se cacher? Et ce n'est pas tout. Un autre témoin dit avoir vu des flammes dans la vallée vers 23 heures. Ce serait donc ici, entre 22 et 23 heures, que tout s'est joué. Le meurtre, puis l'incendie. Si Paquita a bien été tuée sur place, reste à savoir avec qui elle avait rendez-vous. Mais en tout cas, la personne avec qui elle a été, elle le connaissait très bien. Qui ne serait pas déplacé le soir, en plein hiver, pour un oui ou pour un non. Donc non, je pense très sincèrement que c'était quelqu'un qu'elle connaissait bien et que forcément on connaît. La piste du crime de rôdeur vient de s'écrouler. Si Paquita se trouvait là, en pleine nuit, c'était sûrement pour y retrouver une personne de confiance. Et si c'était dans sa vie sentimentale qu'il fallait chercher. Alors les gendarmes apprennent que Paquita Parra est en couple depuis 8 mois, avec un jeune homme, un de ses collègues de travail d'ailleurs, un certain Patrick. C'est quelqu'un qui est avec elle depuis un certain temps. C'est le petit ami officiel de Paquita avec qui ça semble pas trop mal se passer. Patrick est donc convoqué comme témoin. Et face aux enquêteurs, il se montre sincèrement effondré par la mort de Paquita, sa petite amie. Le garçon est sympathique, il est footballeur, il passe beaucoup de temps au sport, aux entraînements de foot. C'est un garçon qui joue au foot, ce sera d'ailleurs son alibi pour le soir du meurtre. En fait, on a du mal à imaginer que ça puisse, lui, être le meurtrier parce que, tout simplement, il n'avait aucune raison de tuer Paquita. Pas de mobile et un solide alibi. L'actuel petit ami de Paquita est mis hors de cause. Reste qu'en interrogeant plus en détail les proches de la victime, les gendarmes se retrouvent devant une autre hypothèse. Mais finalement, grâce à la famille, grâce aux frères de Paquita, ils vont se rendre compte que dans l'entourage de Paquita, il y a une personne sur laquelle il faut se poser des questions. C'est l'ex-petite amie de Paquita Parra. Ce précédent compagnon s'appelle Christophe. Il a 31 ans. Et contrairement à Patrick, il n'a jamais fait l'unanimité au sein de la famille Parra. Alors Christophe, c'est un artiste peintre qui vit encore chez ses parents. En fait, ses parents ont une belle maison et lui a aménagé un atelier de peinture juste à côté. Il était... pour moi, il venait d'une autre planète. Il venait d'une autre planète. Cheveux longs, un peu rock'n'roll, blouson en cuir, beau gosse, plutôt beau gosse. Et c'est tout à fait le genre de garçon qu'aime Paquita. Paquita est un peu attirée par les bad boys. Cet artiste peintre a partagé la vie de Paquita pendant plus de 3 ans. Une relation dont les gendarmes comprennent qu'elle a été très fusionnelle. C'était clairement de la passion. Quand on avait des repas, ils étaient enlacés et tout. Ça était même un petit peu gênant parce que on n'a pas l'habitude de ça dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui faisait tout pour qu'on ne l'aime pas, qui avait des propos assez violents et qui se faisait détester dès qu'il arrivait dans un endroit. Au fil des auditions, c'est un drôle de portrait qui se dessine de Christophe. Celui d'un provocateur qui adorait par-dessus tout s'afficher au bras de Paquita. Ça le valorisait. Voilà. Il était heureux d'être avec Paquita parce que c'était une belle femme. Et quand ils allaient dans des soirées, tout ça, il se vantait d'avoir la plus belle femme. Christophe a un comportement avec elle assez particulier dans le sens où c'est un petit peu sa chose. Elle m'appartient, elle est à moi. Christophe est un homme terriblement passionnel avec elle. Pourtant, derrière cette relation
se cacherait une réalité beaucoup moins romantique. Car selon ses proches, Paquita n'était pas si heureuse qu'on pouvait le croire. On était jaloux. Parce que je savais qu'elle la maltraitait. Il ne me le disait pas, mais on le voyait. Elle avait cassé un dent et tout. Elle avait une dent cassée, elle avait les lèvres gonflées. Je vous dis, puis elle était dans un état comateux. Non, c'est vraiment... c'est ça, c'est arrivé plusieurs fois. On va s'occuper de son cas. Je dis, c'est qu'un mec, t'as 5 frères, quand même, on va en arriver à bout, ce rigolo. Et elle disait, non, je veux pas, parce que vous avez des familles, je veux pas que vous ayez de problème. Les enquêteurs commencent à y voir plus clair sur cette liaison très orageuse à laquelle Paquita avait mis un terme définitif 1 an avant le crime. Paquita, oui, sous emprise totale, voulant le quitter, mais je t'aime moi non plus. C'était un amour vache, parce qu'ils se sont laissés, ils se sont remis ensemble. À chaque fois, Paquita prenait des coups. Il n'y a pas eu de plainte déposée, certes, mais il y a eu plusieurs épisodes de violence. Il est capable de violence. Alors est-ce qu'il était capable de la tuer? C'est désormais la principale interrogation des gendarmes. Christophe aurait-il mal supporté cette séparation? Serait-il capable d'avoir attiré Paquita dans un guet-apens? Alors qu'un mobile commence à se dessiner, ils isolent de nouveaux indices en examinant la voiture calcinée. Une découverte qui pourrait s'avérer décisive dans cette affaire. Un tube de gouache. Christophe est artiste peintre, il peint avec des gouaches. Et puis il y a une lame de cutter. Et Christophe peint avec des lames de cutter. La lame de cutter, le tube de gouache, c'est des éléments avec lesquels Christophe travaille de manière habituelle. Ce qu'il met en tête de la liste des suspects. Il avait tout pour déplaire. Il avait tout pour plaire aux enquêteurs. Ce ne sont pas des preuves, mais de simples indices. Pourtant, le 28 septembre 1999, Christophe est placé en garde à vue. 11 mois après le crime, les gendarmes espèrent beaucoup de ces éléments nouveaux. Sauf que le suspect est décidé à se défendre. Il va surtout clamer son innocence et tout de suite, il va dire qu'il n'a rien à voir dans cette affaire-là, qu'il n'avait aucune raison de tuer Paquita, qu'il ne la revoyait plus depuis janvier. Il parle de sa relation avec Paquita, qui était pour lui de l'histoire ancienne. Il dit qu'il a tourné la page, qu'il fait d'autres choses. Cette relation était terminée depuis plusieurs mois, depuis janvier 1998. Si Christophe reconnaît avoir exercé des violences sur Paquita, il est catégorique. Il ne l'a plus revue depuis plusieurs mois. Mais en perquisitionnant son atelier d'artiste, les gendarmes tombent sur un nouvel indice compromettant. C'est qu'ils ont découvert un ticket de caisse d'un supermarché qui date de la veille des faits, le 2 décembre, où il a acheté des gants en latex et 3 bidons de combustible. Ça interpelle quand on sait que la voiture de Paquita Parra a été remplie d'essence, de combustible. Tout convergeait vers Christophe. Parce qu'il achète du carburant, il achète des gants. Il a tout pour être le principal suspect. Et pour nous, il l'était. Même conviction chez les enquêteurs. Que signifient ces indices dans la voiture calcinée? Et surtout, cet achat de combustible juste avant le meurtre. Il va s'expliquer sur ce ticket de caisse qu'on a retrouvé chez lui. Il va dire que des gants, il les a utilisés parce qu'il refait des travaux de peinture dans une entreprise. Puis il va expliquer que les 3 bidons de combustible, en fait, c'est de la térébenthine qu'il utilise pour ses travaux de peinture. Il apporte des explications.
D'ailleurs, Christophe assure qu'il ne pouvait être entre 22 et 23 heures sur les lieux du crime. Parce que, dit-il, il se trouvait à 25 km de là, à Angoulême. L'alibi de Christophe, c'est que ce soir-là, il est en train de dîner avec un de ses amis qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Ce témoin va dire aux gendarmes, mais écoutez, moi j'ai été assez surpris parce que Christophe, c'est quelqu'un que je ne voyais plus depuis des mois et j'ai pas compris pourquoi ce soir-là, il m'a appelé pour m'inviter au restaurant. Le propriétaire et les clients du restaurant sont interrogés. Les deux hommes étaient bien présents. Mais d'après ces témoins, Christophe aurait eu le temps de se rendre aux eaux claires. On se souvient qu'il y avait effectivement un type aux cheveux longs et un autre gars qui était installé pour manger. Et lorsqu'on a quitté le restaurant vers 21h30, il n'y a plus personne à cette table. On a pu en déduire très logiquement qu'à 21h30, il avait quitté le restaurant. Voilà. On a un peu cette sensation, enfin les gendarmes vont avoir cette sensation que est-ce que Christophe s'est pas monté un alibi? Les enquêteurs en sont persuadés, leur suspect aurait agi par désespoir amoureux. Pour eux, le scénario serait le suivant. Paquita aurait succombé à ses violences lors d'une dispute nocturne dans la vallée. Le 30 septembre 1999, Christophe est donc mis en examen et placé en détention pour homicide volontaire. Pour la famille Parra, c'est certain. La justice est en marche. On a été soulagés, totalement, et on s'est dit, bon c'est bon, maintenant on va savoir le pourquoi du comment. L'affaire va être classée assez rapidement. Je pensais très sincèrement que Christophe était la personne qui avait fait du mal à Paqui. J'en étais persuadée. Toute la famille en était persuadée. Quand ils apprennent cette mise en examen, pour eux, ça y est, quoi. L'affaire va être jugée et terminée, et on aura la vérité. Ils attendent que les aveux. Mais contrairement à ce qu'imagine la famille, rien ne va se dérouler comme prévu. Depuis sa cellule, Christophe clame toujours son innocence. En désespoir de cause, la mère du suspect décide de contre-attaquer. Elle fait appel à un détective privé, et pas n'importe lequel. Roger Marc Moreau, l'un des spécialistes en France de la contre-enquête criminelle. Elle était très angoissée parce que elle était absolument certaine de la totale innocence de son fils. On le décrit comme marginal, mais c'est un garçon qui... Ce n'est pas un voyou d'Angoulême, ce n'est pas un délinquant chevronné. C'est un artiste. C'était pas le genre idéal. En revanche, ça faisait le coupable idéal. Pour l'enquêteur privé, Christophe n'a pas le profil d'un assassin. Bien au contraire. Et il reprend un par un tous les éléments du dossier. Cette contre-enquête a consisté à retrouver les témoins, à refaire les emplois du temps, à remonter le fil de l'enquête. Et effectivement, tous les témoins confirment la présence de Christophe et de son ami dans ce restaurant. Reste à savoir à quelle heure précise Christophe et son ami ont quitté les lieux. La voiture de Paquita étant incendiée vers 22 heures, à 25 km de là, c'est un point capital. Or, ces témoins ne sont plus aussi affirmatifs. Ils ont pu croire, à tort, que les deux amis étaient partis dès 21h30. La confusion vient du fait de cette table libérée. La table n'était pas débarrassée, mais elle était vide. La table n'était pas débarrassée, disent-ils. Il y avait encore un briquet. Donc rien n'indiquait qu'ils avaient quitté le restaurant. Ils étaient peut-être simplement aux toilettes. Et par conséquent, ça ne tenait pas. Ils sont bien restés jusqu'à la fermeture du restaurant. Et si Christophe avait tout simplement dit la vérité?
En se plongeant dans le dossier d'instruction, son avocat et le détective font une découverte encore plus surprenante. Le juge a fait appel à un procédé très en vogue à l'époque aux États-Unis. 1998, c'est un peu l'explosion du profiling, des profilers. Donc le juge d'instruction va avoir cette idée-là, c'est de soumettre le profil de Christophe à une psychocriminologue. Sa mission, c'est d'examiner les faits et à partir des faits, des témoignages, dessiner le profil psychologique d'un suspect. Une mission à caractère expérimental. Cette profileuse entre en jeu au beau milieu de l'enquête, c'est-à-dire bien avant l'arrestation du suspect. Les enquêteurs misent beaucoup sur ses conclusions. Je précise quand même que cette psychocriminologue s'est simplement entretenue avec les gendarmes par téléphone et n'a jamais rencontré Christophe. Elle ne l'a jamais rencontré, elle ne connaît pas la famille, elle ne connaît pas la victime, elle ne connaît pas son histoire, sauf la vision qu'elle peut en avoir à travers le dossier. C'est un travail de dossier. Et lorsqu'ils vont faire intervenir comme arme suprême cette psychocriminologue, elle rend une expertise complètement hallucinante. Elle va dire, c'est un psychopathe, c'est lui l'assassin. Pour l'avocat de Christophe, c'est la stupéfaction. D'autant que cette psychologue a joué un rôle encore plus central. C'est écrit, noir sur blanc, sur les procès-verbaux. Et où elle est allée au-delà vraiment de ses attributions, c'est qu'elle a continué à intervenir pendant la garde à vue. Donc par téléphone, parce qu'elle est à Paris, eux ils sont à Angoulême. Donc c'est elle qui va diriger toute la garde à vue. Et ça, c'est quelque chose d'interdit. La psychologue aurait orienté le cours de l'enquête, ce qui est formellement proscrit par la loi. Alors que la famille de Paquita pensait tenir le coupable, tout est remis en question à cause de ce dysfonctionnement judiciaire. Donc là, si vous voulez, l'avocat de la défense va monter au créneau et ça va être terrible pour cette enquête, ça va être terrible. On va démolir avec l'avocat complètement la crédibilité de cette expertise psychocriminologique. C'est-à-dire c'est la justice rendue dans le marc de café. C'est irrationnel, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur. 2 ans après la mort de Paquita, pour sa famille, c'est le scénario catastrophe. Cour d'appel de Bordeaux, septembre 2000. Le couperet tombe. L'avocat de Christophe obtient non seulement l'annulation de sa garde à vue, mais aussi le dessaisissement du juge d'Angoulême en charge du dossier Paquita. Voilà toute l'enquête réduite à néant. La garde à vue n'existant plus, tout ce qui peut être l'extrapolation de la garde à vue a été annulé de fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus les PV de constat de perquisition du domicile de Christophe. On n'a plus tout ça. Ses premières auditions, ce qu'il a pu raconter aux gendarmes, tout ça, on l'a plus. Du point de vue judiciaire, tous les indices recueillis contre Christophe n'existent plus. Résultat, il est remis en liberté après 12 mois de prison. Pour les gendarmes aussi, le désaveu est cinglant. Il pouvait difficilement arriver quelque chose de pire dans ce dossier. C'est un coup de serpe. On se retrouve avec un dossier vidé de sa substance. C'est un fiasco judiciaire. C'est un fiasco judiciaire. C'est un naufrage procédural qui va entraîner des catastrophes humaines. En avril 2002, 4 ans après les faits, Christophe est officiellement mis hors de cause par la justice. 100 000 € d'indemnité lui sont même accordés pour détention abusive. Pour la famille Parra, tout s'effondre. On est complètement abattu. On s'est battu pourquoi? Le seul suspect, il le libère. On fait quoi? C'est comme si on nous tuait Paquita une deuxième fois. Les victimes, c'est celles qui sont là, les frères, la maman, qui ont été abandonnées par la justice.
Puisque la justice nous avait abandonnés, on ne pouvait pas, de notre côté, abandonner notre sœur. Non. Il fallait continuer. C'est un combat. Sous la pression de la famille, les investigations reprennent. Mais le dossier Paquita Parra reste désespérément vide. En 2010, c'est l'ultime coup de grâce. La justice referme l'enquête par un non-lieu, faute de preuves ou de nouvelles pistes. Et un non-lieu, c'est terrible parce qu'un non-lieu, ça arrête toutes les investigations. On clôt une affaire sans avoir la réponse. Et c'est pas imaginable en fait. On peut pas laisser un meurtre comme ça, irrésolu. On est complètement dégoûté de la justice. On ne sait plus quoi faire, ni se voit à qui. Et dans ce cas-là, si la justice n'est pas capable de faire le travail, qu'est-ce qu'on fait? La mort de Paquita Parra restera-t-elle à jamais impunie? Le ou les coupables échapperont-ils à la justice? Pour réouvrir un jour l'enquête, la loi est formelle. Il faut que de nouveaux éléments apparaissent. Et en 2017, l'inimaginable finit par se produire. En avril, 20 ans après la mort de Paquita, alors que ses proches ont perdu l'espoir de connaître un jour la vérité, des lycéens participent à une sortie dans un bois près d'Angoulême. Et il se trouve qu'un prof d'art plastique dit à ses élèves « Allez chercher dans les bois tout ce qui peut vous inspirer pour effectuer un travail. Faire une recherche dans ce bois d'éléments insolites, dit le prof. Donc les élèves s'en vont dans le bois et une jeune fille, trouve une boîte plastique rose. Une petite boîte rose qui va appeler son attention, sous un arbre, pattes fortement dissimulées. Pour cette lycéenne de 16 ans, une découverte tout à fait anodine. Elle ouvre cette boîte qui contient divers objets. Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre toute une série de cartes de fidélité. Elle découvre un porte-chéquier. On trouve un porte-chéquier vide, on trouve des cartes de magasin, on trouve un badge professionnel. Sur le moment, rien ne se passe. Elle n'accorde d'importance ni à cette boîte, ni à son contenu. Personne n'exploite vraiment ce truc, on jette un œil là-dessus. Et la jeune fille reprend la boîte et la ramène chez elle. Ce qui est incroyable, c'est que cette lycéenne, elle va la laisser sous son lit pendant plus d'1 an. Et c'est sa maman qui va découvrir ces objets alors qu'elle va ranger la chambre de sa fille. C'est donc par hasard, 1 an plus tard, que cette mère de famille découvre la fameuse boîte. Immédiatement, elle s'interroge. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces objets? C'est quand même assez insolite d'avoir des formules de chèques, des cartes Cofinoga. Et donc, bien évidemment, le premier réflexe, tiens, on va essayer de passer sur Internet, voir si on peut retrouver cette dame et lui rendre ses affaires qu'on a retrouvées dans les bois. Cette personne s'appelle Parra, Francesca. Quand la mère entre ce nom dans un moteur de recherche, c'est la surprise. Tout de suite, elle va se rendre compte que c'est des objets appartenant à une jeune femme qui a été tuée il y a 20 ans. Francesca Parra, un cold case, une affaire qui passionne la Charente depuis 20 ans. Aussitôt prévenue, la gendarmerie prend cette découverte très au sérieux. Même si, vu leur état de conservation, ces indices n'ont pas pu passer tout ce temps dans la nature. Ces objets ne sont pas là depuis 20 ans. Ils ont été déposés là, récemment. Et ils ont été déposés là par qui?
cette découverte-là a fait rebondir cette enquête de manière vraiment spectaculaire, hors norme. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça dans une affaire criminelle. On a l'impression d'être dans un film. C'est totalement extraordinaire. Si on avait voulu en faire un scénario, on aurait dit non, pas jusque-là quand même. Et en fait, c'est la réalité de ce dossier. C'est le coup de théâtre. Ces cartes, et surtout ce porte-chéquier, auraient-ils un rapport avec le crime? Car souvenez-vous, le jour de sa mort, Paquita avait alerté les gendarmes au sujet du vol de son carnet de chèques. Pour ses frères, pour toute sa famille, c'est un véritable tremblement de terre. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est une blague. Retrouver des affaires de Paquita intactes dans un bois. C'est fou. C'est fou. De retrouver ça, c'est miraculeux, tout à fait. C'est la chose qui nous manquait pour réouvrir le dossier. Et c'est ce qui nous permet de reprendre confiance et d'avoir espoir à nouveau. Après tant de chagrin, après tant de déceptions, personne n'aurait imaginé un tel rebondissement. Pas même Carmen, 87 ans, la mère de la victime. Quand m'a dit ça, dit mon Paquita, c'est ma fille. Et là, je suis venu folle, je croyais que ça y est, on aurait trouvé déjà. J'avais envie de crier et de le dire. Là, j'étais vraiment. Je sais pas, ça m'a fait. Je croyais déjà qu'on l'avait trouvé un criminel tout de suite. Qui a conservé ces précieux indices? Un témoin? Un complice? Le meurtrier lui-même? Autant de questions auxquelles les gendarmes de la section de recherche de Poitiers doivent désormais répondre. Dans une affaire marquée par de graves dysfonctionnements, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Tout repose maintenant sur ces nouveaux éléments. Investigation, ADN, expertise technique, vous imaginez bien que ça fait l'objet vraiment d'investigations très, très fortes. Beaucoup de choses ont changé en 20 ans. Il y a de nouvelles technologies. Certaines choses peuvent peut-être plus apparaître aujourd'hui qu'on aurait pu voir il y a 20 ans. Donc j'ai véritablement bon espoir. Les gendarmes reprennent donc à zéro l'ensemble de cette enquête. Depuis l'incendie de la voiture jusqu'à ces indices providentiels qu'ils veulent faire parler coûte que coûte. Grâce au progrès de la science, les membres de la famille Parra peuvent espérer de nouveau obtenir la vérité. Ils misent beaucoup sur ces expertises ADN. C'est la lumière parce qu'enfin, on retrouve des documents appartenant à Paquita non carbonisés, exploitables. C'est peut-être notre dernière chance. C'est notre dernière chance. Je suppose que après, il n'y aura plus d'autres solutions. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. C'est impossible. Paqui est en nous. Elle est avec nous tout le temps. Elle n'est plus là aujourd'hui. On nous l'a pris. Mais oui, elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Tant qu'un point final ne sera pas mis à cette histoire, ce petit coin des Charentes restera hanté par le souvenir de Paquita Parra. Sa famille, elle, n'attend plus qu'une seule chose: percer enfin
les secrets de la vallée des eaux claires. On ne va rien nous changer, on ne les ramènera pas. Mais bon, au moins savoir pourquoi. Savoir. Ça sera une grosse libération. Grosse libération et se dire que, enfin, Paquita, on saura le pourquoi. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on supporte. Qu'on a ça à l'extérieur. C'est dur. C'est quoi ça? Ça se voyait qu'il était là depuis un moment. Le corps était pratiquement lyophilisé. On voyait bien qu'il avait passé un sale quart d'heure. Quelqu'un était vraiment déterminé à le tuer. On cherche un homme blanc, 1m85, cheveux blonds vénitiens, la vingtaine. Ça ne me dit rien. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Quand on n'arrive pas à identifier le corps, c'est un problème. On a interrogé des centaines, peut-être des milliers de personnes. Non. On était de retour au point de départ, c'est-à-dire nulle part. Inspecteur Wadil? Ouais. C'est une blague. C'était une affaire énorme avec beaucoup de revirements. Personne n'avait pu y apporter aucune conclusion. Il y avait de grandes chances qu'on ne découvre jamais qui était Marvin Amoni. Quincy, dans l'Illinois. Dans cette ville verdoyante qui s'étend le long du fameux fleuve Mississippi, la vie s'écoule paisiblement. Et rien ne semble pouvoir troubler cette tranquillité. Jusqu'à ce terrible printemps de 1985. Nous sommes le 9 avril. Après un hiver froid et long, la neige enfin a fondu. Dans une carrière à quelques kilomètres de Quincy, un père et son fils profitent de ces premiers beaux jours pour cueillir des morilles. Papa, j'en ai une. C'est quoi ça? Face à eux, à peine caché par des rochers, un cadavre complètement desséché. Averti de cette découverte macabre, la police du comté d'Adams se rend tout de suite sur place. Quand l'inspecteur John McCoy arrive, l'agent spécial Michael Ernst de la police de l'Illinois est déjà présent sur les lieux. Immédiatement, il procède aux premières constatations. Son corps a été retrouvé derrière des pierres dans la carrière. On prenait des notes sur l'état du cadavre et ça se voyait qu'il était là depuis un moment. Il était momifié. Il avait la peau sombre, un peu comme du cuir. On aurait dit qu'il était resté trop longtemps dans une cabine de bronzage. Le corps était pratiquement lyophilisé. Il avait probablement été tué en plein hiver, avait gelé et s'était progressivement décongelé. On pouvait voir que c'était un homme. De quelle couleur étaient ses cheveux et quel type de vêtements il portait. On voyait bien qu'il avait passé un sale quart d'heure. On aurait dit qu'il avait été violemment battu. Ses vêtements étaient déchirés. L'homme porte toujours ses chaussettes, mais bizarrement, ses chaussures ont disparu. Ce qui m'a interpellé, c'est que les passants à l'arrière de son jean étaient déchirés, comme si on l'avait traîné en s'accrochant à ses passants. On a donc supposé que le corps avait été déplacé ici après sa mort. Étant donné que le corps était là depuis un moment, une bonne partie des preuves, comme les traces de pneus, les empreintes de pas, les empreintes digitales et ce genre de choses, auraient disparu. Méthodiquement, ils passent au crible la scène de crime. Mais ils ne trouvent ni permis de conduire, ni pièce d'identité,
Rien qui ne leur permette d'identifier cet inconnu. Les inspecteurs sont perplexes. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à cette situation. Ouais, je vois ça. Mais ils sont sûrs d'une chose. Vu l'état du corps, l'homme a vécu l'enfer. Alors, Ernst et McCoy se jurent de tout faire pour découvrir ce qui est arrivé à cet inconnu. En attendant, au lieu de l'appeler John Doe comme c'est le cas pour un corps non identifié, ils lui attribuent un surnom de leur cru, Marvin la momie. Tous les services de police du monde utilisent ce terme de John Doe, dans une langue ou une autre. Mais avec Marvin la momie, tout le monde savait tout de suite de quoi on parlait. Dès le début de l'autopsie, les enquêteurs obtiennent quelques informations sur son profil. Selon le médecin légiste, Marvin est un homme blanc, d'une vingtaine d'années, mort depuis au moins 2 mois. Et comme Ernst et McCoy l'avaient pressenti, il a été brutalement agressé. Presque tous ses os ont été brisés. Ce genre de blessure, c'est généralement dû à un impact considérable. Ça peut être un coup de barre de fer ou de batte de baseball. Quelqu'un était vraiment déterminé à le tuer. Mais avant de savoir qui est son meurtrier, Ernst et McCoy doivent découvrir qui est cet homme. Les affaires de meurtre sont déjà complexes. Mais quand en plus on n'arrive pas à identifier le corps, on n'a pas de vrai point de départ. Et c'est un problème. Seul le cadavre pourrait peut-être livrer des indices supplémentaires. Le médecin légiste l'examine minutieusement. C'est alors qu'il remarque un tatouage sur le bras de Marvin. Le tatouage représentait un squelette dans la pose d'une faucheuse, tenant un fusil à double canon avec un magasin inversé. Le fusil était censé avoir été utilisé récemment, parce que de la fumée sortait du canon. Enfin une piste solide. Ernst et McCoy s'activent. Quelqu'un doit sûrement avoir signalé la disparition d'un homme portant ce tatouage particulier. On recherche quelqu'un. C'est un homme... La vingtaine, cheveux blonds vénitiens, il a un tatouage, une sorte de faucheuse. Avec un fusil qui vient de tirer. Non, c'est pas ça. Ernst et McCoy suivent cette piste pendant des jours. Mais aucun homme correspondant à ce signalement n'a été porté disparu dans la région. Merci de votre aide. Bonne journée à vous. Les enquêteurs décident d'envoyer une copie du tatouage dans chaque État. Nouvelle fournée. Pendant ce temps, malgré l'état dégradé du corps, l'équipe médico-légale réussit à obtenir une nouvelle information. Un beau jeu d'empreintes digitales. Elles sont envoyées au FBI, qui seul dispose d'un fichier d'empreintes à l'époque. Mais aucune correspondance n'est trouvée. Pour tenter d'avancer dans leur enquête, Ernst et McCoy interrogent toutes les personnes ayant travaillé dans la carrière où a été retrouvé Marvin. Peut-être quelqu'un le reconnaîtra-t-il. On cherche quelqu'un qui a peut-être travaillé dans votre entreprise. Un homme blanc, 1m85, cheveux blonds vénitiens, la vingtaine. Ça ne me dit rien. Sans résultat. Finalement, seule la piste du tatouage paraît solide. Les inspecteurs décident alors d'écumer les gangs de motards et les bars de la région. Vous connaissez quelqu'un avec ce tatouage? Non. Sympa le tatouage, mais aucun motard porterait ça. C'est un travail d'amateur. On dirait un truc qui aurait été fait en prison. Du Texas au Tennessee, ils se renseignent aussi auprès des salons de tatouage. On fait pas ce genre de truc. Ernst et McCoy se démènent pendant 3 mois, en vain. Mais ils n'abandonnent pas. Cet homme est le fils, le frère ou le mari de quelqu'un. Un proche doit sûrement le chercher en ce moment, il faut donc continuer. Se retrouver constamment dans une impasse, c'est frustrant. Mais ça nous donne encore plus envie d'avancer. Pour ça, ils lancent un appel à témoins dans les médias.
2 jours passent sans aucun témoignage. Quand enfin... On a quelque chose. Regarde ça. Génial, c'est parfait. Un couple les contacte car ils pensent avoir croisé l'homme qu'ils recherchent. Les inspecteurs se rendent tout de suite chez eux. Dites-nous ce qui s'est passé. On était sortis faire les courses, et c'est là qu'on a vu votre type. Ils l'aperçoivent en train de marcher le long de la route. Ils l'ont remarqué parce qu'il était en manches courtes alors qu'il faisait très froid ce jour-là. C'était un jeune homme, taille moyenne, poids moyen. Il n'avait pas de manteau, il ne portait qu'un t-shirt et un jean. Il n'avait pas de chaussures et il semblait perdu. Monsieur, vous allez bien? Vous voulez qu'on vous amène quelque part? Il fait vraiment froid. Oui, merci. Oui, il fait froid. Où est-ce que vous allez? À Kaoka, dans le Missouri. C'est à une vingtaine de kilomètres. C'est pas vrai. Vous saignez. Vous devriez voir un médecin. Il avait peur, et il avait l'air de s'être battu. Non, vraiment, c'est pas nécessaire. Il y a une station-service plus loin. On peut y aller et appeler une ambulance. D'abord réticent, l'inconnu se laisse finalement convaincre. On a récupéré un autostoppeur et on dirait qu'il saigne beaucoup. On est à Farm Hill Road. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, attrapez-le! Hey! Il se passe quoi ici? Roule, roule, roule! Arrêtez-vous! Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Des types se sont pointés, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans un camion. Le couple signale tout de suite cet enlèvement à la police du Missouri. Puis ils n'en entendent plus parler jusqu'à ce qu'ils découvrent l'appel à témoins concernant Marvin diffusé dans les médias. C'est là qu'ils font le recoupement avec le jeune homme sans chaussures qu'ils ont pris dans leur voiture. Inspecteur Ernst du bureau de l'Illinois. McCoy et Ernst contactent immédiatement la police du Missouri. L'État du Missouri avait émis un avertissement disant qu'un crime pourrait avoir été commis et qu'un type avait été kidnappé ou pris en otage. Ils cherchaient le véhicule. Mais ni le camion, ni les kidnappeurs, ni le jeune homme sans chaussures ne sont retrouvés. Une occasion ratée pour Ernst et McCoy de pouvoir enfin identifier Marvin. Car selon la description du couple, ils étaient proches du but. Les inspecteurs repartent quand même avec une information précieuse. Le couple se souvient que dans la voiture, le jeune homme avait dit qu'il se rendait dans la ville voisine de Kaoka. J'étais persuadé qu'il y avait une connexion et que c'était notre chance de découvrir son identité. D'après ce qu'on savait, il avait des liens avec la ville de Kaoka, dans le Missouri. Kaoka est une toute petite ville, à 24 km d'ici. On a créé des affichettes avec la photo du tatouage, les informations qu'on avait, et on a fait du porte-à-porte. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Non, je suis désolée. Bonjour, comment allez-vous? On a interrogé des centaines, peut-être des milliers de personnes. Tous ces interrogatoires ont donné la même chose. On était de retour au point de départ, c'est-à-dire nulle part. Les inspecteurs se replongent dans le dossier, sans succès. Leur seul espoir est maintenant que l'un des kidnappeurs finisse par se faire coincer. Sachant que 2 ou 3 individus étaient impliqués, on pensait qu'on finirait par entendre quelque chose. Généralement, quand plusieurs personnes sont impliquées dans une affaire, l'une d'elles finit par parler et on peut remonter sa trace. Mais là, non. On était très contrariés. On avait un cadavre à la morgue, on avait une description de ses vêtements, de son tatouage, une description physique, mais rien de tout ça ne nous aidait à l'identifier. On ne peut pas résoudre un meurtre si on ne sait pas qui est la victime. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Il ne restait plus grand-chose. On a continué à envoyer nos infos aux autres États, on a continué à analyser les empreintes. Les empreintes, c'était vraiment l'élément qui avait le plus de valeur à nos yeux. Mais elles n'ont jamais rien donné.
Les copies du tatouage ne donnent rien non plus, ni même le signalement du jeune homme sans chaussures. Finalement, l'homme blessé recueilli par le couple puis kidnappé n'est sans doute pas Marvin la momie. L'affaire est au point mort. Vers la fin des années 80, on ne recevait plus d'appels. Toutes nos ressources s'étaient épuisées. Le dossier restait ouvert et on espérait recevoir de nouvelles informations. Mais il n'y avait plus rien à exploiter. On avait tout ce dont on avait besoin pour identifier le corps, et pourtant on n'y est jamais parvenu. Il y avait de grandes chances qu'on ne découvre jamais qui était Marvin la momie. 10 ans après avoir ouvert l'enquête sur ce meurtre mystérieux, Mike Ernst prend sa retraite. C'est une des affaires que je n'ai jamais oubliées. J'ai bossé sur des milliers d'affaires, mais je me rappelle de celle-ci en particulier parce qu'on n'arrivait à rien. Je me souviens de tout le travail qu'on a abattu pour que rien ne se passe. Je me souviens d'une grande frustration. John McCoy rend lui aussi son insigne en 2005. Au cours de sa carrière, il a résolu toutes ses enquêtes, sauf celle-ci. Mes antécédents en matière de résolution d'affaires sont plutôt bons. Sinon, je n'aurais pas été promu inspecteur principal. Le poste vous revient quand vous avez de bons résultats. Cette affaire-là, c'est celle qui nous a échappé. C'est très frustrant. Après 20 ans d'enquête, le dossier est refermé sans avoir livré ses secrets. Pourtant, il continue de hanter les meilleurs inspecteurs du comté. D'après mon expérience, les agents des forces de l'ordre ne sont pas seulement persistants lorsqu'il s'agit de résoudre un crime violent. Ils ne s'arrêtent jamais. Je pense que c'est une bonne chose. Ça montre leur professionnalisme, leur implication. Ils ne s'arrêtent jamais. D'autant que de nouveaux outils d'enquête apparaissent, notamment sur le web. Super, vas-y, scanne-le. En 2007, les enquêteurs découvrent The Doe Network. C'est un site qui recense toutes les personnes disparues à travers le monde afin d'aider à leur identification. Les policiers décident de créer le profil de leurs victimes inconnues. Ouais, ça m'a l'air bien. Ils mettent en ligne tous les détails concernant Marvin la momie en espérant pouvoir l'identifier un jour. En 2008, un nouvel inspecteur est nommé sur l'affaire. Résolu à venir à bout du mystère Marvin, il passe tout son temps à décortiquer les pièces du dossier. Je me sentais dépassé parce que c'était une affaire énorme avec beaucoup de revirements. Personne n'avait pu y apporter aucune conclusion et elle restait là, sur une étagère, à narguer tout le monde. Mais Wadil dispose dorénavant de moyens techniques que n'avaient pas ses prédécesseurs à la fin des années 80. Notamment la base de données nationale d'empreintes digitales du FBI. Si Marvin a fait partie de l'armée, postulé pour un emploi au gouvernement ou déjà fait de la prison, ces empreintes ont forcément été enregistrées dans le fichier. Elles pourraient donc révéler un nom. Mais aucune correspondance n'apparaît avec les empreintes de Marvin. Je me disais qu'on n'allait jamais réussir à clore cette enquête parce que les pièces du puzzle ne s'imbriquaient pas ensemble. Pourtant, un matin, Wadil reçoit un appel inespéré. Inspecteur Wadil. On vérifie encore quelques détails, mais on a trouvé quelque chose. L'inspecteur Jerry Rogers semble avoir une piste très sérieuse. Ouais, c'est une blague. Il y a 2 semaines, avec son coéquipier Reggie Anderson, ils ont arrêté un certain Wallace Spence. C'est un homme de 48 ans qui a volé un chéquier et a tenté de s'en servir.
Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Spence était d'assez petite stature. Il ne s'est pas débattu quand on est venu l'arrêter. Il n'a pas protesté, ne s'est pas énervé, ni rien. Il était calme et détendu. Mais il fait une incroyable déclaration. Écoutez, faut que je vous avoue quelque chose. Alors qu'il n'a jamais été inquiété à ce sujet, l'homme s'accuse d'avoir commis un meurtre. Les enquêteurs sont sidérés. On l'a laissé parler pendant longtemps et quand il a terminé, on est sorti de la pièce et on s'est dit « Qu'est-ce qu'on a attrapé ?» Qui est cet homme qui vient d'avouer un crime pour lequel il n'était même pas recherché? Rogers et Anderson décident de fouiller son passé. Wallace Spence grandit à Corinth, dans le Mississippi. Il fugue à l'âge de 15 ans et vit ensuite de petits boulots et de cambriolage. Pendant 20 ans, il enchaîne les allers et retours en prison pour des vols. Jusqu'à ce jour de 2008, où il déclare spontanément avoir tué son meilleur ami, Thomas Brannan. Ses aveux surprenants sont enregistrés. Il m'avait énervé, j'ai pété les plombs. Je savais pas ce que je faisais, j'avais rien prévu. Il explique l'excès d'alcool, la drogue et les cambriolages qui s'enchaînent. Une spirale infernale qui l'aurait conduit à ce meurtre. C'est comme ça que ça s'est passé. Il raconte que Thomas et lui se rencontrent en 1983 dans les rues de Memphis. Ils ont tous les deux 24 ans. Il m'a pris pour quelqu'un d'autre et il s'est approché en braillant. Et puis finalement, on s'est bien entendu. Je pense qu'on a su quasiment immédiatement qui on était. On était tous les deux branchés crime. Merci. Tu vas quelque part en particulier? J'ai pas décidé. Thomas Brannan a quitté sa famille à 17 ans. Depuis, il vit seul et se débrouille comme il peut. J'ai travaillé comme machiniste pendant environ 5 ans. Il y a à peu près 2 mois, ils m'ont viré, donc... je cherche un peu tout et n'importe quoi. Tu veux te faire du fric? Ouais. Il avait une chambre dans un motel. Il m'a invité là-bas, on a fumé de l'herbe et on est sorti pour voler quelques trucs. Ensuite, on a décidé qu'on allait partir de Memphis. Ils sont allés d'état en état en se droguant, en s'introduisant dans des bâtiments, en volant. Ils ont passé plein de bons moments à enfreindre la loi. Généralement, quand on avait décidé de cambrioler quelque chose, on y allait. Ensuite, on rentrait au motel, et quand il commençait à faire jour, on remballait tout et on partait. En cas de problème pour se défendre, ils ont avec eux un bâton de softball. Mais ils n'ont jamais eu à s'en servir. Pendant des mois, ils réussissent à échapper à la police. Jusqu'à leur passage en Floride, où ils se font arrêter pour vol de voiture. Pourtant, après 11 jours de prison, ils ressortent libres et continuent leur larcin. On a cambriolé encore 2-3 petits trucs là-bas. Des petits magasins. On a réussi à se faire un bon pactole. Alors on est allé à Athens, en Géorgie. Là-bas, on a cambriolé 3 ou 4 boutiques. Je crois qu'on s'en est tiré avec quelque chose comme 1700 ou 1800 $. Pour fêter leur succès, ils s'offrent des tatouages. Brannan en choisit un particulier. Une faucheuse en squelette avec un fusil. Exactement comme celui retrouvé sur le corps de Marvin. T'as une super idée. Personne ne va vouloir venir m'embrouiller en voyant ça. Puis ils reprennent la route. Ça faisait quelques jours que je parlais d'aller draguer des filles, vous savez, d'en ramener au motel. Et à ce moment, on roulait sur une 2 voies.
Tu voudras une blonde ou une brune? J'en sais rien. Moi, je veux les deux. Et je prendrai même une rousse si ça me dit. Mais tu sais, on n'est pas obligé de trouver des filles. Ne me touche pas! Qu'est-ce que tu fais? Quand je l'ai regardé, j'ai su tout de suite que j'allais le tuer. Spence raconte aux enquêteurs qu'il a été agressé sexuellement pendant son enfance. Alors, quand Brannan le touche, ce terrible souvenir remonte à la surface et le fait craquer. Mais au lieu de s'emporter tout de suite, il joue le jeu avec Brannan. Arrête-toi là-bas. On a un plaid dans le coffre, non? Oui, quelque part à l'arrière. Tu veux pas descendre et aller le chercher? À ce moment-là, il est descendu et il a fait le tour de la voiture. Moi, je me suis penché derrière le siège conducteur. C'est là qu'on gardait le bâton de softball. On l'avait coupé, vidé, on l'avait rempli de plomb. Tu l'as trouvé? Je crois que je lui ai demandé s'il avait réussi à trouver le plaid. Je l'attendais. Il a un peu tourné la tête pour me regarder, et à ce moment-là, je l'ai frappé dans les côtes. Très fort. Et là, je me suis dit qu'il devait être mort. Que je lui avais réglé son compte. Mais Brannan se relève. Alors Wallace saute dans sa voiture, Spence, accélère Spence, et lui roule dessus. Cette fois, Brannan est bien mort. Et là, j'ai pensé au fait que si je laissais son corps ici, il y aurait plein de preuves autour et je finirais par me faire prendre. Alors je me suis mis à penser comme un tueur. Il fallait que j'emmène le corps dans un autre état et que je m'en débarrasse. Si tout se passait bien, alors je serais tranquille. Spence raconte qu'il conduit ensuite pendant des heures. Puis il arrive dans un endroit désert de l'Illinois où il décide de s'arrêter. Je savais bien qu'il n'y avait personne autour. Partout où je regardais, il n'y avait rien. Mais je savais que je devais terminer ça avant qu'il fasse jour. Il finit par abandonner le corps de Thomas Brannan derrière un tas de pierres. Spence raconte ensuite qu'il a rassemblé les effets personnels de son ami dans un sac poubelle et qu'il les a jetés dans une rivière. Je suis remonté dans la voiture et j'ai repris la route. J'ai fait quelques kilomètres et sur le bord de l'autoroute, j'ai vu qu'il y avait un motel. J'ai loué une chambre. Pour une semaine. J'étais éreinté. J'avais peur. Je me disais que la police pouvait frapper à ma porte à tout moment. Mais rien ne se passe. Spence n'est pas inquiété. Il reprend la route et recommence les cambriolages. En solo cette fois, mais hanté par le souvenir de son crime. Depuis que j'ai tué Thomas, j'ai jamais vraiment eu un jour tranquille. Pas un seul. Parfois, ça m'arrive de passer une bonne journée, de m'amuser et tout, mais au bout d'un moment, je finis toujours par me dire « T'as pas le droit. T'as pas le droit de profiter autant. » L'inspecteur Rogers doit maintenant s'assurer que toute cette histoire incroyable est bien vraie. Wallace avait dit que lui et Brannan avaient été arrêtés en Floride pour vol de voiture et qu'ils étaient allés ensemble en prison. J'ai donc vérifié les registres de la prison de Floride. Brannan et Wallace avaient tous les deux été ici au même moment. Si en 1985, Wallace a bien laissé le corps de Brannan en pleine nature,
Quelqu'un l'a sûrement retrouvé depuis. Rogers consulte alors le site Doe Network qui recense et décrit les corps non identifiés. Je parcourais le site à la recherche de quelque chose que je pourrais reconnaître. Et je suis arrivé sur une page sur laquelle j'ai vu le tatouage, le squelette avec un fusil. Ça m'a immédiatement sauté aux yeux. Rogers appelle immédiatement le bureau du shérif du comté d'Adams, puisque c'est lui qui avait renseigné la base de données sur Marvin. C'est bon, allez-y. Oui, c'est celui-là. Il y a un crâne dessus. C'est bien celui-là. Les stigmates des coups sur le corps de Marvin, l'absence de chaussures à ses pieds et ce tatouage distinctif sur le bras, tout concorde entre Marvin et Thomas. Sauf une chose. Brannan a fait de la prison. Ses empreintes devraient donc être dans les fichiers du FBI. Mais elles n'apparaissent pas. Quant aux empreintes de Marvin, elles n'ont aucune correspondance. C'est l'affaire la plus étrange à laquelle j'ai été confronté. Un type arrive et vous donne les pièces du puzzle en disant « Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut que vous les assembliez. » Je cherche un dossier d'empreintes digitales. Wadil n'a pas dit son dernier mot. Il appelle la prison de Floride et découvre avec stupeur qu'en fait, les empreintes de Brannan n'ont jamais été transmises au FBI. Il les récupère, ainsi que celles de Marvin, et les envoie au laboratoire criminel de l'Illinois pour comparaison. Le résultat ne se fait pas attendre. Ce jour-là, ils m'ont appelé pour me dire que les empreintes correspondaient. Thomas Brannan était bien Marvin la momie. Merci, merci infiniment. Après 23 années d'enquête, l'inconnu le plus célèbre du comté d'Adams retrouve enfin son nom. Thomas Brannan. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Oui, juste quelques minutes. D'accord. Spence est extradé en Illinois. Accusé de meurtre au premier degré et de dissimulation de cadavres, il plaide coupable. En 2011, il est condamné à 20 ans de prison. Libéré après 4 ans et demi de détention, c'est aujourd'hui un homme libre. Je pense que c'est un escroc. Je ne l'aurais jamais vu comme un meurtrier. Mais apparemment, c'est ce qu'il est. Et il peut tuer sans aucun remords comme il l'a fait. Je pense qu'il mérite d'être en prison et d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Le corps de Thomas Brannan, lui, n'a jamais été réclamé. Il est enterré dans une tombe anonyme dans le comté d'Adams, là où des inspecteurs qui ne savaient rien de lui ont passé plus de 20 ans à chercher qui il était et à lui rendre justice. J'étais soulagé. Il n'y a pas de délai de prescription quand il s'agit d'un meurtre. Et selon moi, tant qu'il reste une personne pour continuer l'enquête, rien n'est perdu. J'étais content de savoir que l'affaire était résolue. Et j'étais content de savoir que nous n'étions passés à côté de rien. Ça a été une sacrée aventure. Je ne pense pas que j'aurai une autre affaire comme celle-ci, mais c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Ça, c'est sûr.